Bonjour tout le monde, bienvenue à Un peu de crime dans ton café. Je suis votre animatrice Catherine et je suis avec Audrey. Bonjour. Bonjour. J'ai été déconcentrée dans ma... C'est le mommy brain qui Ouais. veut me faire chercher mes mots. Mais j'ai été déconcentrée parce que je me disais « Hey, je devrais dire le tagline. » Puis là, je l'ai pas dit. Puis là, je continuais ma phrase. Puis après ça, j'étais comme « Qu'est-ce qu'il faut que je dise maintenant? » Ah oui, je me présente. Et ensuite, je présente Audrey. Bonjour Audrey, comment ça va? Ça va très bien et toi? Ça va bien. Live de notre nouveau studio. Le yes! Fait que si la sono sonne différent, mais ça devrait pas parce qu'il y a du tapis Oui. puis un plafond suspendu. C'est comme deux affaires. De la Rive-Sud. Oui. Est-ce qu'il y a un tapis à Montréal? Ce serait l'enfer. J'ai connu une personne qui avait du tapis dans son appartement. Ouais? Mon Dieu. C'était laid. Est-ce qu'ils ont dû mettre le feu puis recommencer? Ouais, ils l'ont arraché assez vite. Ah ouais, ok, c'est ça que je me disais. Mais là, je vous dirai pas où j'habite. Faut garder un peu d'anonymat. Faut Dans la maintenir. vie. Faut garder le secret pour que notre relation reste spicy. Il faut garder le secret. Mhm. Parce que, il faut garder le secret avec nos auditeurs et auditrices, justement, parce que il y a quelqu'un qui nous a demandé sur Discord, là, on prépare des questions pour un épisode spécial qui s'en vient bientôt, puis il y a quelqu'un qui nous a demandé, est-ce que vous êtes paranoïaque parce que vous faites du true crime? Puis je suis comme, ouais, mais en même temps, on donne notre adresse à toutes les personnes qui veulent nous envoyer du café. Ouais. Pas tant que ça! Mais sommes-nous sur le bord de louer une case postale? Peut-être! Voilà. Ben ça, ou on l'envoie à mon travail, ou est-ce que vous devez passer par la sécurité, donc Ah, c'est bon, ça! oui. On pourrait l'envoyer au travail à mon chum aussi. Oui. Je pense qu'il prendrait pas de bullshit chez Molson. Oh! Oh! À mon travail, Cathy, elle prend pas de bullshit, elle non plus. Bon, ben voilà, fait que ça va être ça que- notre solution. Anyway, mon bureau n'est pas sur l'étage de l'accueil, fait que... Voilà, fais pas me kidnapper. Non, c'est ça. Fait que c'est maintenant kidnapping proof dans ma nouvelle maison de la Rive-Sud. Exactement. C'est Avec grand, la un nouveau Rive-Sud. studio. C'est très gros, la Rive-Sud. Exact. OK? Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter un café parce que j'ai... Aujourd'hui, j'ai rencontré l'homme de ma vie. Oh... C'est qui chantait ça? C'est Diane Dufresne. J'avais le goût de dire Diane Tell, puis j'étais comme Non, l'autre Diane. ça sonne pas de même. Mais non, j'ai fait des recherches pour limiter ma caféine parce que je suis enceinte. Puis là, j'étais comme, hey, je suis tannée de boire tout du décaf qui goûte exactement pareil. Je pas remarqué. Ben non, mais c'est Pour ça. être honnête. Voilà, moi je suis une grande consommatrice de décaf, puis je vois que ben toutes les compagnies de décaf, tous les micro-torréfacteurs que j'ai essayés, je veux dire, tu sais, comme Trafic, ils font du décaf, c'est le Pushing Daisies... Non, Tripping Daisy. Tripping Daisies, ok, ouais. Pushing Daisies, c'est parce que t'es 6 pieds sous terre puis tu fais pousser les marguerites. En plus, les gens de trafic écoutent le podcast, fait qu'ils doivent être comme Non, innocente de porte-parole non. de marde. Mais on n'est pas leur porte-parole, on est des électrons libres. Et là, c'est ça, fait que ça goûte. Tu sais, je veux dire, c'est super bon, c'est du meilleur café que du Folgers décaféiné, on va s'entendre. La barre est pas très haute. Mais la torréfaction est foncée, puis moi, tout le monde sait à quel point je suis une raciste du café, qui aime le café pâle comme ma peau, et la torréfaction très pâle, la torréfaction Éric Bruno. Fait que là, j'ai fait des petites recherches, puis j'ai découvert qu'à la brûlerie du Roi, il y avait 12 sortes de café décaféiné. Oh là là. Ils sont pas disponibles tout le temps, parce que bien sûr, mais j'ai réussi quand même à en commander un, qui est le café Indonésie torréfié brun, décaféiné au procédé d'eau suisse. Je peux vous affirmer avec certitude que j'ai trouvé l'amour de ma vie du café décaféiné dans ma croisade perpétuelle pour goûter les meilleurs cafés décaféinés de la province. Là, ça va Sans péter aux m'accompagner frettes. jusqu'à la fin de ma grossesse, c'est certain. Fait que je suis très heureuse. Donc, ce que je vous recommande aujourd'hui, c'est le café Indonésie décaféiné, processus à l'eau suisse. C'est le torréfié brun. Il a des notes de dégustation florales, ce qui est vraiment mon genre aussi. C'est pas très acide, pas très fruité, mais vraiment très floral. Donc c'est ça goûte très floral. C'est le café Indonésie torréfié brun décaféiné de la brûlerie du Roi, qui ne sont pas au courant de mon crush pour eux autres, mais que je remercie vraiment du fond du cœur pour leur service à la clientèle, parce que je suis une personne mélangée qui ne comprenait pas où aller chercher Mommy brain. mon paquet. Mais j'ai écrit une plainte parce que j'étais comme, je n'ai pas reçu ma livraison de café. Ça dit que je l'ai reçu. Puis finalement, je l'avais reçu. C'est parce que elle était au bureau de poste et moi, j'étais trop cocoon pour supporter le papier qu'il avait mis sur ma porte qui disait « Allô, on l'a laissé au bureau de poste, un gros colis. » Fait que je m'excuse aux gens de la brûlerie du Roi. Vous avez été super fins et patients avec moi et j'adore votre café. Alors, de quoi tu nous parles? Alors,
Voilà. Voilà. Alors, dans mon dernier épisode, je vous avais mentionné un cas. Et là, quand je me suis dit, et maintenant sur quoi je travaille, je me suis dit, ben là, tant qu'à vous avoir teasé, mal faire ce cas-là. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler du meurtre de Natacha Cournoyer, qui est un cas qui m'avait un petit peu traumatisée quand j'étais plus jeune. Je me rappelle de quand ça passait aux nouvelles. Et donc, j'ai décidé de m'attaquer à ce cas aujourd'hui. Je vais tout de suite vous avertir qu'on va parler de féminicide, de mention de violence à caractère sexuel, de violence faite sur une personne mineure et on va parler de travailleuses du sexe. Mes sources pour cet épisode, c'est un épisode de Un tueur si proche, des articles de la presse et oui, je suis au courant qu'une des saisons du podcast de Isabelle Richer est consacrée à ce cas. Je l'ai écouté v'là longtemps, mais il n'est pas dans mes sources en tant que tel, mais oui, je suis au courant qu'il existe. Alors, Catherine, si tu es prête, je vais mettre un peu de crime dans ta collation. Je suis super prête. J'essaie de manger loin du micro pour pas que vous m'entendiez dans ma collation de madame qui a le diabète de grossesse. Alors, partie 1, un stationnement mal éclairé. J'aime pas ça. À plusieurs reprises, Natacha Cournoyer, une employée des services correctionnels du Canada de 37 ans, s'était confiée à ses collègues sur le fait qu'elle ne se sentait pas en sécurité quand elle quittait son bureau de la place Laval, seule le soir. Propriétaire d'un condo à Piémont, une petite municipalité des Laurentides, Natacha Cournoyer faisait chaque jour le trajet de 50 km qui séparait son domicile de son lieu de travail. Chaque matin, quand elle arrive, le stationnement du centre d'achat est bondé et elle est forcée de se stationner à l'extrémité de celui-ci, dans une section mal éclairée située à proximité d'un petit boisé. Le jeudi 1er octobre 2009, Natacha Cournoyer est forcée de prolonger sa journée de travail pour compenser son congé du lendemain. À 19h, celle-ci prend une pause bien méritée pour appeler sa mère. En effet, Natacha a pris congé le vendredi 2 octobre afin d'accompagner sa mère pour choisir la pierre tombale de son père, décédé quelques mois plus tôt. Ensuite, Natacha téléphone à un collègue et ami qui travaillait maintenant à Ottawa. Celle-ci a besoin de se confier. Elle songe sérieusement à se séparer de son conjoint de longue date, Michel Trottier. Mais c'est-tu son conjoint qui va la tuer? Ben là... Je veux tout savoir! Ben, je vais te l'expliquer! Ça fait juste 10 minutes qu'on est là, je veux tout savoir! OK. Je peux te faire mon cœur. Il est-tu encore en vie? Il est-tu sorti de prison? OK, vas-y. Le couple s'était rencontré en 2004 et leur relation avait été marquée par des hauts et des bas et de nombreuses ruptures. Si leur relation avait repris suite au décès du père de Natacha, celle-ci a désormais des doutes quant à leur avenir. En plus, un de ses ex était récemment redevenu célibataire et elle avait repris contact avec lui. Natacha et Michel s'étaient d'ailleurs disputés à ce sujet et depuis, un froid persistait entre eux. À ses amis, Natacha confie que Michel l'étouffe et qu'elle a besoin de retrouver sa liberté. De retour au jeudi 1er octobre, il est environ 20 heures quand Natacha reçoit un courriel de Michel. « Je sais que tu ne te présenteras pas chez moi, je sais que tu ne m'appelleras pas, je sais que la fin est réelle. » À bout, Natacha décide qu'il est temps de rentrer chez elle. Elle éteint son poste de travail sans répondre au courriel de Michel, prend ses choses et quitte son bureau pour se diriger vers sa voiture. D'habitude, quand elle finit tard et doit traverser le stationnement mal éclairé, Natacha appelle Michel pour qu'il la rassure. Mais ce soir-là, étant donné son désir de le quitter, Natacha n'appelle personne lorsqu'elle quitte la place Laval. J'ai pas un bon feeling. À 20h19 et 2 secondes, les caméras de surveillance du stationnement de la place Laval seront les dernières à voir Natacha Cournoyer en vie. Sur les images capturées, on voit Natacha, blonde, menue, vêtue d'un blouson de cuir brun, parapluie et sac à lunch à la main, chaussée de petites ballerines, se diriger vers une zone d'ombre du stationnement en direction de sa voiture. Après, plus rien. Partie 2. Est-ce que quelqu'un a vu Natacha? Vers 20h30, voyant que son courriel était resté sans réponse, Michel Trottier tente de téléphoner à Natacha. Celle-ci ne répond pas. Il fait encore quelques tentatives et finit par abandonner pour aller se coucher. À 3h du matin, saisi de panique, Michel tente à nouveau d'appeler Natacha. Toujours aucune réponse. Le lendemain, c'est au tour de Lise Cournoyer, la mère de Natacha, de tenter de rejoindre sa fille. Le temps passe et elle craint d'être en retard pour son rendez-vous. Finalement, Louise se rend seule acheter la tombe de son conjoint. De son côté, Michel Trottier aussi espère toujours des nouvelles de Natacha. S'il décide d'abord d'aller travailler, il décide finalement d'aller directement au condo de sa conjointe aux alentours de 11h. Il cogne, aucune réponse. Il tente à nouveau de l'appeler et toujours aucune réponse. Rongé par l'inquiétude, Michel Trottier se rend à la place Laval et entrevoit une première lueur d'espoir en apercevant la voiture de Natacha
garée à l'extrémité du stationnement. Le réconfort sera toutefois de courte durée, puisqu'en arrivant dans les bureaux des services correctionnels du Canada, on l'informe que Natacha est absente puisqu'elle avait pris congé. Cette fois-ci, Michel est persuadé que quelque chose est arrivé à Natacha. Il retourne dans le stationnement de la place Laval et contacte la police de Laval ainsi que la meilleure amie de sa conjointe. Michel contacte également Louise, la mère de Natacha. Celle-ci préfère rester à la maison au cas où sa fille tente de l'appeler ou de venir la visiter. Ce n'est qu'en début de soirée que la police finit par rejoindre Michel et l'ami de Natacha à côté du véhicule abandonné de celle-ci. Dès son arrivée, la policière Céline Cécire remarque un détail étrange. Céline Cécire? Céline Cécire. Je comprends pas. Céline C.Cire? Non, Céline. Ouais. Cécire, C-E accent aigu, C-Y-R-E. Qu'est-ce que c'est ça, ce nom-là? Moi aussi, c'est la première fois que je le voyais. Ah! Mais il était écrit comme ça dans les articles de la presse. Donc, je n'ai jamais entendu parler de ce nom de famille. Céline Cécire remarque un détail étrange, soit l'empreinte d'une main qui aurait glissé de la vitre du côté passager à la carrosserie de la voiture. Oh! Au sol, elle aperçoit des marques dans le gravier, comme non. si des talons avaient marqué le sol. Un autre détail retient également l'attention de la policière. Les portières ne sont pas verrouillées et à l'intérieur du véhicule, aucun signe de cambriolage. Finalement, on dépêche un serrurier pour ouvrir le coffre arrière de la voiture de Natacha Cournoyer. Mais là, s'il est... Ouais, mais tu peux l'ouvrir avec la clenche Ouais, à avec la l'intérieur petite du clenche. char. Pourquoi ils ont fait ça? Ouais, c'est ça. Comment de Madame Cécire, là? Donne bien tweet! On va attendre 1 heure qu'un serrurier arrive, mais il n'y a pas une petite clenche dans l'auto qu'on a... Là, jusqu'à date, je dois dire que je prends le bamboozle parce que ça ressemble pas trop aux histoires que tu racontes d'habitude. Puis là, je suis bien suspicieuse, là. Qu'est-ce qui se passe? C'est-tu Michel Trottier? Puis là, il fait semblant de rien, mais à un moment donné, ça va être lui? Ou c'est-tu quelqu'un d'autre? On va en parler. Tous retiennent leur souffle, mais on n'y retrouve au final que des effets personnels de la jeune femme. Jesus Christ. Fait que là, ils ont entendu le serrurier. Puis pour trouver les patins à roulettes de Natacha Cournoyer. Wow. Ben, ils pensaient peut-être que son corps il était dans le coffre. Ben oui, mais ils ont quand même pas pensé à la clenche. T'imagines-tu? C'est comme, c'est Mais probablement dans le coffre. Puis là, tout le monde capote pendant 1 heure. Puis après ça, c'est comme, c'est patin. Le soir même, soit le vendredi 2 octobre, on installe un poste de commandement dans le stationnement de la place Laval. Si Natacha Cournoyer a été enlevée, chaque seconde compte. Le samedi 3 octobre, Michel fait imprimer des avis de recherche et les distribue dans le stationnement de la place Laval. Celui-ci offre également son entière collaboration à la police. Des maîtres chiens font des recherches dans le boisé longeant le stationnement et un hélicoptère survole les lieux. Le bureau et le condo de Natacha Cournoyer sont également fouillés, mais aucun indice ne permet de déterminer ce qui est arrivé à la fonctionnaire. Dans les médias, Michel Trottier lance un cri du cœur au potentiel ravisseur de sa conjointe. Si on l'a kidnappé, j'aimerais dire à ces ravisseurs qu'on ne cherche pas la vengeance, on va les pardonner. On veut juste qu'ils nous la rendent saine et sauve. S'ils veulent de l'argent, qu'ils communiquent avec nous. Si Natacha me lit ou m'entend, je veux lui dire que je l'aime et que je suis avec elle. Pour leur part, les autorités offrent une récompense de 10 000 $ à toute personne pouvant fournir de l'information qui permettrait de retrouver Natacha Cournoyer. Entre-temps, les autorités obtiennent le rapport des signaux émis par le cellulaire de Natacha Cournoyer depuis le moment de sa disparition. Grâce à ce rapport, on voit qu'une tour de téléphonie de Pointe-aux-Trembles aurait capté l'un des nombreux appels de Michel Trottier aux alentours de 7h28 le vendredi 2 octobre. Un deuxième poste de commandement est donc érigé à proximité de cette tour et les recherches s'étendent dans le boisé avoisinant l'autoroute. Le 6 octobre, à environ 26 km de ce second poste de commandement, aux alentours de midi, une employée de la ville de Montréal prend son lunch à proximité du fleuve avec ses collègues. Elle s'éloigne un moment pour se soulager dans un buisson, mais revient en panique. À ses collègues, elle explique avoir vu, entre les broussailles, les pieds nus d'une femme. Les autorités sont appelées. Dans les buissons, on retrouve le corps d'une femme étendue sur le dos. Son visage porte des traces de violence et son cou est zébré de marques rouges. Oh my God! Le mercredi 7 octobre 2009, Michel Trottier devait passer un polygraphe afin d'être écarté à titre de suspect dans la disparition de sa conjointe. Son rendez-vous est toutefois annulé car les autorités ont une annonce à faire. Le corps retrouvé à Pointe-aux-Trembles est bel et bien celui de Natacha Cournoyer. Partie 3. Quelques indices. Quelques jours plus tard, Michel Trottier se soumet enfin au test de polygraphe. Les autorités tiennent à le questionner sur le courriel qu'il avait envoyé à Natacha le soir de sa disparition. Plusieurs amis de la victime sont également en mesure d'affirmer que celle-ci avait l'intention de quitter Michel. Malgré les soupçons, Michel Trottier est rapidement écarté à titre de suspect. Suite à une autopsie, il s'avère que Natacha Cournoyer a reçu plusieurs coups au visage et des ecchymoses à ses coudes et ses genoux, laisse croire qu'elle a probablement été jetée au sol. Oh. D'autres marques suggèrent qu'elle a été ligotée, bâillonnée
et étranglée. Finalement, des prélèvements de poils, de cheveux, de salive et de sperme appartenant potentiellement à son meurtrier sont envoyés au laboratoire des sciences juridiques à des fins d'analyse. En fouillant le boisé où le corps de Natacha Cournoyer a été retrouvé, les autorités font une découverte surprenante. Les cartes d'identité de la victime gisent en morceaux tout au long de l'autoroute. Permis de conduire, carte de crédit, pièce d'identité d'employé. Elles semblent avoir été coupées avec des sécateurs et répandues par la fenêtre d'un véhicule en mouvement. Malheureusement, après avoir été exposées aux éléments pendant plusieurs jours, impossible de prélever de l'ADN ou des empreintes digitales sur les morceaux de plastique. Le battage médiatique autour de l'affaire forcera également un témoin à sortir de l'ombre. Le soir du jeudi 1er octobre, Sylvain Garon promenait le chien de son voisin dans le sentier du boisé longeant le stationnement de la place Laval. C'est là qu'il aurait croisé une joggeuse et quelques instants plus tard, un homme surgissant des buissons qui aurait tenté de la pourchasser. What? Selon Garon, l'homme en question aurait toutefois été surpris en le voyant et serait aussitôt retourné se tapir dans les buissons, prenant soin de masquer son visage à l'aide du capuchon de sa veste. Oh, mais ça ne tentait pas d'intervenir, monsieur? Lâche le chien de ton voisin dessus! Ouais, lui, il est dans mon pas d'étoile pour vous, monsieur. Ben, t'appelles la police, là. Ben, Si tu veux pas intervenir directement, t'appelles la police. Ben, je comprends comme t'as peur toi aussi, mais Oui, comme oui, oui. retourne chez vous puis appelle la police. Je Ah comprends oui, c'est qu'en ça. 2009, c'est pas tout le monde encore qui avait un cellulaire, mais comme appelle la police, monsieur, c'est fucking weird, Mais t'es à là. côté de la place Laval. Va dans la place Laval, il y a des téléphones publics aussi. Il y a des gardiens de sécurité, Oui, aussi. On les a-tu, les solutions? il y a nous le autres? surveillant du stationnement aussi. Mhm. Comme, monsieur, allô, là, il y avait des choses à faire ici, là. Pas d'étoile pour vous. Et lorsqu'il a... C'est manifesté à quel moment, ce gars-là? Excuse-moi. Quand il y avait un battage médiatique puis qu'on demandait est-ce que quelqu'un a vu quelque chose qui pourrait nous aider. Lorsqu'il a appris qu'une femme avait disparu ce soir-là dans les environs, il a appelé la police. Ah, ben ça, c'est bon, au moins. Si la police parvient également à retrouver la joggeuse, celle-ci n'est pas en mesure de les aider. Elle portait des écouteurs et n'a jamais remarqué qu'un homme la suivait. Il doit faire peur en esti. Que la police vient d'apprendre ça. Oui, bonjour Oh madame, my vous avez God! failli mourir. Faisant face à un cul-de-sac, les enquêteurs décident d'éplucher les dossiers des prédateurs sexuels habitant les environs. Ça, c'est bon, ça. Ils examinent également les registres des clients qui avaient passé la nuit du 1er octobre dans un motel à proximité de la place Laval. Un nom retient leur attention, Claude Larouche. Partie 4. Claude le louche. On est le matin du 10 octobre 2003 à Montréal, dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve. Directement devant une école primaire située à proximité d'un chantier de construction où Claude Larouche travaillait comme menuisier. Apercevant une fillette s'approcher de lui, il sort de sa voiture pour l'interpeller. « Hey, petite fille, t'as échappé tes sous! » lui aurait-il crié en pointant le trottoir devant lui. Surprise, la petite fille se retourne et s'approche de Larouche pour voir ce qu'il lui montrait. Selon son témoignage, elle voulait lui dire qu'il se trompait, que son porte-monnaie était bien rangé dans son sac à dos et qu'elle ne savait pas à qui les sous en question appartenaient. C'est là qu'il m'a prise par le cou avec son bras, Ah! qu'il m'a comme étouffée. Je me débattais, j'ai donné un coup dans la vitre, il m'a frappé dans le visage avec ses grosses mains. Ah! Mes lunettes ont parti, je voyais plus rien. Oh non, petite fille! Petite fille! Petite fille. Claude Larouche tente d'immobiliser la petite sur la banquette avant de sa voiture, mais celle-ci se débat au point où Larouche se serait exclamé « Hostie, arrête de bouger, tu vas péter ma vitre. Oui, oui, ben c'est » une Oui, bonne c'est le chose, but. ça. C'est le but, monsieur. Oui, c'est ça. Défait, Larouche finit par laisser la petite partir, lui disant « Ok, sauve-toi ». Toutefois, dès que la fillette sort de la voiture, Larouche continue de la suivre. Arc! Paniquée, la petite se rend à la première maison qu'elle croise et sonne. En pleurs, elle raconte à ses propriétaires qu'un monsieur avait essayé de l'enlever. Oui! Larouche s'enfuit, mais un témoin de l'altercation avait noté sa plaque et la description de la voiture. 8 mois plus tard, Claude Larouche est arrêté et plaide coupable à des accusations de tentative d'enlèvement et de voie de fait. Au cours de ces 8 mois, on avait procédé à une enquête où des micros avaient été placés dans le logement que Larouche partageait avec sa conjointe et les 2 fils de celle-ci. Grâce aux micros, on révèle aussi que Larouche avait l'habitude de dépenser d'importantes sommes d'argent en téléphonant à des lignes érotiques, Oh! ce qui créait son lot de tensions dans son couple. En octobre 2003, il avait cumulé une facture de près de 800 $ pour 11 appels placés entre le 6 et le 25 octobre. Quelques-uns de ces appels ont par ailleurs été logés la veille et quelques heures après la tentative d'enlèvement.
Devant la preuve écrasante qui pèse contre lui, Larouche admet avoir effectivement tenté d'enlever la fillette. Il dit cependant ignorer ce qu'il comptait faire par la suite. En guise d'explication, il raconte au juge avoir entendu le prénom Émilie, le prénom de sa fille à lui, dans une chanson qui jouait à la radio. Pour le reste, il blâme ses problèmes de consommation. Pour sa part, l'avocate de Larouche plaide le fait que la tentative d'enlèvement n'a pas été réussie et qu'on ne peut présumer des intentions de l'accusé. Elle tente également de faire ressortir le caractère pathétique de la vie de son client. Oui, ça semble 100% pathétique jusqu'à date, mais il me fait peur aussi, ce monsieur-là. Son père était un alcoolique qui était mort dans un institut psychiatrique et sa mère était décédée d'une surdose. OK. Claude Larouche avait décroché de l'école, était toxicomane et souffrait d'un handicap aux yeux. Toujours selon son avocate, même si Larouche n'était plus en contact avec ses enfants, il est un bon père qui n'a pu maintenir de bonnes relations avec ceux-ci en raison de ses problèmes de consommation. Problèmes de consommation qui ont également fait perdre son emploi et gâché sa vie. Au juge, elle jure que son client est désormais prêt à se prendre en main et à suivre une thérapie de désintox. La procureure de la Couronne n'est toutefois pas d'accord et affirme que Larouche représente un risque important de récidive. Après tout, quand les enquêteurs avaient fouillé son domicile, ils avaient trouvé une poupée maquillée et l'entrejambe déchirée. Oh! Puisque les enfants de sa conjointe étaient des garçons préadolescents, on suppose que la poupée appartenait à Larouche. Ah! La procureure de la Couronne rappelle aussi que Larouche avait déjà été reconnu coupable d'agression sexuelle en 1993 et qu'il continuait de nier toute responsabilité en plus de cumuler des délits mineurs à son dossier, comme la tentative de vol d'une roulotte dans la région de Québec. What? Il est allé dans le stationnement d'un concessionnaire de roulotte puis il a juste essayé de l'accrocher à son auto puis de partir avec. Mais les voisins l'ont vu puis ils ont appelé le propriétaire. Ben, that's one way to do it, j'imagine. Puis le propriétaire a juste appelé la police en disant comme « Oui, bonjour, il y a une Ford Windstar qui vient de partir avec une de mes roulottes. » La police l'a retrouvé. Ah ouais? C'est pas discret comme crime, la 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 la. Non, vraiment pas. C'est comme dans Carmen Sandiego quand c'est comme « Il a volé la statue de la liberté. » Ben, il y a personne qui l'a vu partir avec. Ben, écoute, je vais te raconter une histoire. Oh my God. Une histoire inquiétante. Une histoire mystérieuse que peut-être je vais couvrir un jour s'il y a un crime. Il y a une maison ici dans la ville où j'habite qui avait dans sa cour, avant et arrière, des répliques de monuments. je sais, ça a l'air d'une joke, mais tu sais, il y avait genre une tour Eiffel, elle faisait peut-être 7 pieds de haut, puis c'était en métal, tu sais, c'est lourd et tout. Ben, Il y avait 7 pieds, un Bouddha. Oui, non, mais c'est une grosse tour c'est Eiffel. haut, On là. la voyait de l'autre côté des haies qu'il y avait, tu Oh sais. my God, OK. Il y avait, c'est ça, il y avait aussi un gros Bouddha massif qui devait peser à peu près une demi-tonne. Un gros Bouddha Ouais. qui faisait comme 6 pieds de haut puis qui était en métal. Puis, il y a eu le heist of the century parce qu'un soir, ils se sont fait voler, je pense, leur Bouddha. Ça, c'est arrivé quand j'étais petite. J'ai pas plus de détails que ça. Ben voyons Mais donc. ils se sont fait voler leur Bouddha. Puis, d'après ce que j'en avais entendu, ils ont jamais su c'était qui avait fait ça, puis ils l'ont jamais re-eu. Puis je suis comme, où est-ce que tu caches ça? Un Bouddha qui pèse à peu près 500 livres. Moi, je trouve ça intéressant, le choix de Qui est en mettre ça dans ta métal cour. doré, genre. Ouais, non, c'était assez spécial, mais il y avait des... C'est parce qu'il aimait beaucoup la chanson de RBO, « Faire le tour du monde en 3 minutes Des 25 20 secondes. C'est secondes. » ça, c'était le temps que ça prenait de faire le tour de leur cour. Ouais. Mais c'est ça, je me disais, c'est donc bien étrange comme crime, parce que qu'est-ce que tu fais avec? Où est-ce que tu vas Qu'est-ce que mettre ça t'apporte comme personne? Faudrait que tu habites loin, parce que sinon, s'ils roulent dans le quartier ou dans la ville ou whatever, oui. puis qu'ils voient un Bouddha pareil, c'est C'est à certain que moi. c'est leur Bouddha. Même si tu le peintures. Ben c'est ça! Fait Je veux que, en dire- tout cas, je trouve ça bien inusité comme histoire. Je pense pas que tu peux le mettre sur le marché noir, là. Je pense pas qu'il y a beaucoup de demandes sur le marché noir pour un gros Bouddha en métal. C'est comme le marché noir du Bouclair, genre. Oh! Pour toutes les petites madames blanches qui veulent des affaires d'inspiration bouddhiste pour faire leur décoration. Mais non, c'est ça, fait que... Ouais, c'est weird un peu. Ouais. Comme voler une roulotte. C'est niche comme vol. Mais c'est parce qu'en plus, une roulotte dans un concessionnaire, elle n'est pas immatriculée. Exactement. Ça va être tellement facile à retrouver, ça. Voyons en dents. Ben, c'est ça. OK. T'as pas rapport. De retour à l'histoire. Alors, finalement, Claude Larouche va écoper d'une peine de 40 mois pour la tentative d'enlèvement de la fillette. Ah, OK, je pensais pour le vol de la roulotte. Non, non! 40 mois. C'est it's a slap on the wrist, là. Puis avec ce qui est arrivé par la suite, j'espère que cette avocate de la défense ne fait plus dodo. Mais j'avais bien de la misère avec bien des affaires que t'as dit, mais je retenais mes jugements de personnes privilégiées
qu'il n'y a pas de problème de consommation. Mais tu sais, c'est comme... Il est un excellent père, c'est juste qu'il voit plus ses enfants parce qu'il y a des problèmes de consommation. Mais est-il un excellent père? Depuis quand a-t-il des problèmes de consommation? Y a-t-il eu une passe où il n'y avait pas de problème de consommation puis il était un bon père? Non, je pense qu'il y avait des problèmes de consommation depuis... c'est pour ça qu'il a lâché l'école. Là. Il y avait des problèmes de consommation depuis qu'il était adolescent. Oui, parce que, je veux dire, il s'est pas fait dealer une bonne main dans la vie. Mais fait, à quel moment là-dedans est-ce qu'on peut dire qu'il était un bon père? S'il y avait des problèmes de consommation qui étaient tellement importants qu'il a genre perdu plusieurs de ses jobs, puis... La garde de ses enfants. La garde de ses... Oui, je veux dire... Je suis pas trop sûre. Je veux pas dire que si vous avez des problèmes de consommation, vous pouvez pas être des bons parents, mais dans ma tête, il y a comme un petit ménage à faire dans ta vie, là. Tu sais, je sais que les problèmes de consommation, c'est une maladie. Oui, absolument. Devenir accro à quelque chose, c'est une maladie. Oui. Et ces gens-là, comme, méritent de l'aide. Ben oui. Mais comme... Je veux dire, c'était pas la première fois aussi qu'il utilisait l'excuse de « Non, c'est mes problèmes de consommation, je vais faire une cure de désintox, puis après, ça va aller mieux, là. » Puis là, quand vous allez voir... Il le faisait jamais. Ouais. Puis quand vous allez voir ses réponses aux questions des policiers, je pense que tout le monde va pas mal être sur la même page. Ouais, OK. Mais non, c'est ça, je me posais des questions par rapport à ça. Genre, est-ce qu'il avait déjà eu la garde de ses enfants puis il l'avait perdu ou... J'ai Il l'impression avait pas l'air de que... quelqu'un qui essayait de ses se enfants guérir, aussi, c'est pas de la même maman. Fait que j'ai l'impression que c'est plus quelqu'un qui a eu des enfants, puis... mais qui était pas dans le portrait. C'est ça. OK, c'était juste un argument de la défense. Oui, pour faire pitié. Bon, j'avais des questions et des préoccupations. Par rapport à avoir une petite fille. Surtout, il dit, genre, j'ai entendu le nom de ma fille à la radio, puis après ça lui a donné le goût d'agresser une petite fille. J'étais comme, avait-il déjà touché à ses enfants? Sauf une fois où j'allais. Ouais. Mais non, moi aussi, je vois pas dans l'argument... Oui, OK, dans l'argument de la défense, comme il a pas réussi, puis on peut pas présumer de qu'est-ce qu'elle allait faire par la suite. Non, c'est vrai. OK, oui, fine. Ouais. Mais pour le reste, je vois pas... C'est à peu près le seul argument qu'on peut faire dans un cas comme ça. Comme je comprends que tu vas aller chercher des facteurs atténuants. Ouais, c'est ça. Mais les facteurs atténuants, ils vont se faire décalisser au prochain procès, là. Ah, bon, ben d'accord. Alors, on continue. Ouais. Partie 5. Arrestation. Je préférais l'affaire de vol de roulotte. C'était plus léger. Ouais, mais ça aurait fait un épisode de 15 minutes. Il y avait moins de questions éthiques épineuses dans l'affaire de vol de roulotte. Ouais, ça, on peut faire des jokes aussi. Oui. Mais bon. Mais c'est comme c'est qui que j'avais couvert? J'avais couvert un juge à un moment donné qui s'était fait pogner parce qu'il avait volé du sirop pour la toux. Oui, c'était le cas de Denis Lortie. Caporal Lortie. C'était le juge qui s'est fait arrêter parce qu'il avait pris du sirop pour la toux, puis là, il était bien high, fait qu'il était bien high, fait qu'il avait volé des affaires dans une pharmacie. Oh non! J'étais complètement high sur le Benadryl. Ça fait. Ben, je veux dire, ça m'est déjà arrivé, mais comme quand je suis high sur le Benadryl, je dors. Ben, moi aussi. Je suis pas fonctionnelle. Je me suis endormie solide la dernière fois que j'ai pris du Benadryl, là, parce que j'étais allergique aux arbres. Ma soeur aussi est allergique aux arbres, elle a appris ça. Rip les arbres. Oui, c'est parce qu'on n'arrête pas de planter des arbres masculins qui produisent énormément de pollen. Ouais. Parce qu'on ne veut pas planter des arbres féminins, puisque les arbres féminins, ça fait des fruits. Et là, les fruits tombent sur la route. Puis là, il faut ramasser les fruits qui tombent sur la route. Oh non, mais c'est terrible! Mais je préférais rouler sur une poignée de cerises. #sad! Et vous épargner cette allergie aux arbres, madame. #triste! C'est très triste. Mais là, des fois, les fruits, ils tombent sur les voitures des riches. Oh non. Et là, ils salissent les voitures des riches. Oh, ça, c'est beau. C'est vraiment triste. Oh non, c'est très triste. Fait que oui, c'est pour ça qu'il y a autant de monde qui ont de la misère à respirer au printemps, parce qu'on plante trop d'arbres masculins. Alors, partie 5, arrestation. Le 16 octobre 2009, un enquêteur se rend au domicile de Claude Larouche afin de l'interroger. Quand on lui demande ce qu'il faisait le soir du 1er octobre 2009, Larouche répond « Je m'en rappelle pas ». Ben, fair enough. Je veux dire, je me rappelle pas ce que je faisais il y a 2 jours. Mais pour vrai, quand j'étais petite, puis qu'on regardait un tueur si proche, puis que les enquêteurs sont comme « Et là, il lui demandait qu'est-ce qu'il faisait le soir du 3 octobre. Ouais. » J'étais comme « Oh mon Dieu, est-ce qu'il faut que je prenne des notes au cas où un jour la police me demande qu'est-ce que je faisais le soir de tel jour? » Je vivais dans la crainte qu'on me demande qu'est-ce que je faisais tel soir. Mais c'est plus facile parce qu'on a tout le temps un calendrier dans notre téléphone. Ouais, t'sais. ou comme on a texté si tu quelqu'un. faisais quelque chose d'important. Ouais, tu vas t'en rappeler. C'est ça. L'enquêteur lui rappelle qu'il avait loué une chambre d'hôtel, ce que Larouche reconnaît. Ne bénéficiant d'aucune preuve pour procéder à une arrestation, l'enquêteur quitte le domicile. Ce soir-là, Claude Larouche disparaît pendant une fin de semaine entière. Quand il refait surface, il a des égratignures au visage. Quand sa conjointe lui demande ce qui lui est arrivé, il lui répond s'être fait attaquer par un gang.
Ce What? soir-là, il tente sans succès de se suicider, sous prétexte que sa conjointe ne l'aime plus. Mon Dieu, mais cet homme a des problèmes. Oui! OK, cool. Understatement of the year! Non, je sais. Je pensais à mon affirmation tantôt sur les problèmes de consommation, puis je pense que on va restreindre, finalement. C'est peut-être juste lui qui est peut-être pas un bon père et qui a des problèmes. Ça a peut-être pas rapport avec les problèmes de consommation. C'est peut-être pas un statement qui s'applique à beaucoup de gens. C'est peut-être cet homme. Alors, OK. le jeudi 5 novembre, Ouais. un échantillon d'ADN prélevé sur le corps de Natacha Cournoyer est identifié comme appartenant à Claude Larouche, qui avait dû fournir un échantillon Ouais. d'ADN après son arrestation pour tentative d'enlèvement. Mais t'as dit qu'il avait laissé genre des cheveux, des poils, de la bave puis du sperme. C'est Ouais. comme tu fais pas attention pantoute, là. Non, monsieur, là. De la bave! Je sais pas pourquoi ça me lève le cœur. C'est pas... Oh, la bave, ça me lève le cœur. Ça me lève là. le cœur plus que le fait qu'il y avait du sperme, mais c'est comme... Pourquoi t'as bavé sur son cadavre? Bleh. Répondez pas à cette question. Non. Alors, on procède aussitôt à son arrestation. Ben c'est bon, ça. Au même moment, on saisit le véhicule de Larouche qui sera examiné au peigne fin. À l'intérieur de celui-ci, on découvre des câbles qui auraient vraisemblablement servi à ligoter Oh. Natacha Cournoyer, ainsi Oui. que des sécateurs qui auraient pu servir à couper ses pièces d'identité. Malgré une tentative de nettoyage, un examen au luminol révèle que le plancher du véhicule a déjà été recouvert de sang. La chambre de motel que Larouche avait louée le soir du meurtre est également examinée par les enquêteurs. Au poste de police, Larouche sera interrogé pendant plus de 6 heures, pendant lesquelles il nie avoir quoi que ce soit à voir avec le meurtre de Natacha Cournoyer. Les policiers affirmant qu'ils avaient assez de preuves pour le mettre en état d'arrestation, Larouche aurait rétorqué « Regarde, continue ton puzzle. Si je veux tuer quelqu'un, je vais Quoi? aller à la chasse. Si je veux du sexe, je sais où aller. » Quand les Quoi? policiers répliquent qu'ils ont toutes les preuves d'ADN dont ils ont besoin, Larouche se contente de répondre « Si t'es si sûr, amène ça et on verra. » Arc! Qu'est-ce que c'est ça? Si je veux tuer quelqu'un, je Oui. vais aller à la chasse. Monsieur, c'est illégal. C'est On le- va vous arrêter maintenant. C'était quoi l'affaire? Le most dangerous sport Oui, of all? The Most Dangerous Game? The most dangerous game of all. C'est vrai, c'est l'affaire du Zodiac, là. Ben, c'est un film. Oui, mais je veux dire, le Zodiac avait dit ça dans ses lettres. Ah, ça se peut, Qui oui. jouait au most dangerous game of all parce qu'il chassait des... Des humains. Ouais. C'est possible, mais je pense pas que Larouche, il cherchait aussi loin, là. Non! Il écrivait pas des Non. affaires cryptiques qu'il devait mettre Non. dans le journal pour que le monde puisse les décrypter. Non. Ah, OK. Je sais pas, il attire zéro ma sympathie jusqu'à date, là. Moi non plus. Partie 6, le procès. Alors, la police y ont amené ça. Ah oui, bon. Le procès de Claude Larouche pour le meurtre de Natacha Cournoyer s'ouvre le 24 mai 2011. Dans ce procès, 2 scénarios s'affrontent. Celui établi par les experts en scène de crime et celui élaboré par Claude Larouche. Ah, La thèse élaborée par la couronne est la suivante. Le soir du 1er octobre 2009, Claude Larouche a enlevé Natacha Cournoyer alors que celle-ci se rendait à son véhicule après sa journée de travail. Il l'aurait ligotée, agressée, étranglée et aurait abandonné son corps dans un boisé à proximité du fleuve Saint-Laurent. La première personne appelée à témoigner pour la couronne est la policière Céline Cessire, qui avait répondu à l'appel de Michel Trottier. celle qui savait pas qu'il y avait une planche pour ouvrir les coffres de voiture. Oui. Je sens qu'on va soulever les passions. Celle-ci Ouais, comme le Anne- logo des Jeux olympiques. Celle-ci admet s'être tout de suite attendue au pire. Ouais. Avec les marques sur le véhicule et les témoignages, je croyais trouver le corps de Madame Cournoyer dans la valise. Mm. Ensuite, c'est l'agent de sécurité du stationnement, Roland Denis, qui est appelé à témoigner. Après le passage de l'officier Cessire, il a passé une journée entière avec des enquêteurs à visionner les images captées par les caméras de surveillance. Lui et les policiers s'étaient intéressés à une fourgonnette garée à proximité de la Mazda 3 de Natacha Cournoyer. La fourgonnette arrive aux alentours de 18h35 et se déplace pour se rendre dans une autre zone du stationnement aux alentours de 20h30. Elle quitte ensuite l'endroit en direction du boulevard des Laurentides 25 minutes plus tard, soit à 20h55. Le témoignage de Denis sera par ailleurs accompagné des images captées par les caméras ce soir-là. La défense fera cependant objection à ce que les images soient montrées en cours parce qu'elles sont de très basse qualité. Le juge Martin tranche cependant en donnant comme consigne aux membres du jury de se faire leur propre idée sur ce qu'ils ont vu. Le 7 juin 2011, Tony Moreau, un collègue de la travailleuse qui avait trouvé le corps de Cournoyer, est également appelé à témoigner. Celui-ci affirme avoir croisé Larouche sur le chemin ce matin-là. En prenant place dans son camion pour manger son lunch, il aurait vu une fourgonnette s'approcher et son conducteur le dévisager pour finalement aller se stationner plus loin.
Moreau a d'abord cru que c'était un employé de la ville qui le surveillait. Il se ravise toutefois puisqu'un employé de la ville serait sans doute venu lui parler et l'informer de la raison de sa visite. Il est un col bleu, donc peut-être qu'un col blanc venait le surveiller sur la job. Ah, ou que C'est ça c'était qu'il a comme assumé. quelqu'un qui était comme « Hey, t'as pas le droit de te parquer là, Ouais. peux-tu bouger ton char? » OK. Genre, comment ça? Non, mais c'était des cols bleus qui ont Hey, c'est un trouvé paranoïaque. le corps de Natacha. Fait que OK. probablement que lui, sur le coup, il pensait que c'était un col blanc qui était venu le surveiller. Ah! Oh, maudit Les hiérarchie. maudits cols blancs! Ah! Ah! Quand les policiers arrivent un peu plus tard, Moreau leur a conseillé d'analyser les traces de pneus dans la terre. Uh-huh. Le lendemain, c'est la biologiste judiciaire Jacinthe Prévost qui vient témoigner pour la couronne. Grâce à des tests, elle confirme que du sang a été retrouvé sur le tapis, une couverture, la banquette arrière ainsi que le siège passager de la Ford Windstar de Claude Larouche. On dévoile également que du sang et du sperme ont été retrouvés sur le tapis et les carreaux de céramique de la chambre de motel que Larouche avait louée Ah. le soir de la disparition de Cournoyer. Le même sperme avait aussi été relevé sur le corps de la victime. C'est celui de Larouche. L'ADN de Larouche est également retrouvé sous les ongles de la victime et on vous rappelle, tout le monde, si vous arrive quelque chose, vous griffez comme si vous étiez un chat enragé. Comme si vous étiez le chat de Catherine. Oui, préférablement en faisant des bruits comme miam, 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 parce que ça se peut que ça freak out un peu Oui, la personne. la personne va être comme « What the fuck, je m'en vais ». Qu'est-ce qui se passe? Un chimiste est également en mesure de confirmer que les particules des résidus de plastique trouvés sur des sécateurs saisis dans le véhicule de Larouche correspondent vraisemblablement à celui utilisé pour faire des pièces d'identité. Oh my Je God! suis comme « Oh my God, la science est rendue là! Ah, c'est incroyable! C'est la journée la plus excitante dans la vie de ce chimiste! J'y ai goûté, c'est le plastique utilisé pour des cartes Visa! » What? Et celui-ci, c'est celui utilisé pour les cartes de la polyvalente telle affaire! La polyvalente des mille fleurs, elle goûte pas pareil comme la polyvalente de mon Seigneur parent. Non! Vous savez, elle a un petit goût de noisette. Voilà! Oh mon The Dieu. fuck, monsieur! Le témoignage du pathologiste André Bourgault révèle la violence dont Cournoyer a été victime lors de ses derniers moments. Elle aurait reçu entre 8 et 9 coups au visage avant d'être étranglée. Elle a également eu le nez fracturé avec un objet contondant et ses yeux étaient enflés. Ses poignets et ses chevilles comportaient des marques suggérant qu'elle a probablement été ligotée et des blessures à ses joues et ses lèvres signifient qu'elle a été bâillonnée. Partie 7. Un témoin à l'imagination fertile. Est-ce que c'est Claude Larouche lui-même? Je peux rien te cacher. Ah! Ça, c'est le fun, le monde qui témoigne à leur propre procès. Bon, J'aime ça. fait que là, tout le monde, vous prenez une balle de stress dans chaque main, puis vous respirez profondément. J'ai juste un petit bout de pain. Je pense pas que ça va être très bon. OK. Le 13 juin 2011, les avocats de Claude Larouche ont décidé que c'était une bonne idée de laisser leur client témoigner pour sa propre défense. Si celui-ci admet avoir tué Natacha Cournoyer, il jure cependant que ce n'était pas son intention. Selon son témoignage, Cournoyer aurait accepté de le suivre à sa chambre de motel où elle lui aurait offert des faveurs sexuelles. Ben oui. Et là, Ben oui. je veux pas faire du body shaming ou quoi que ce soit, mais Claude Larouche, il n'y a pas de l'air de Claude Legault, la 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 la. Mais je veux dire, dans tous les cas, quand tu sors de ta journée de travail avec ton sac à lunch puis un petit parapluie, là, aller croiser un dude random dans un stationnement, t'as pas vraiment le goût de dire « Hey, tu veux que je te fasse une pipe? » Ça sonne comme un male fantasy, quelque chose Ouais. de rare, là. T'es comme, je pense que t'as plus hâte d'être comme chez vous dans ton bain avec un verre de vin. Oui, ça se peut. C'est bien weird. OK. Si on se fie à son récit que la presse qualifie de peu cohérent et plein de trous de mémoire, Ah, nice. Larouche dit avoir quitté son appartement du quartier Antique vers 7 heures du matin et qu'il a fini de travailler à midi. Ah, fait qu'il avait recommencé à travailler. Oui, il travaillait sur la construction. Il était menuisier. Ah, comme quand il avait essayé de kidnapper la petite Ouais. fille, sauf qu'on est comme 6 ans plus tard. Oui, 5 ans il avait plus tard. recommencé à travailler. Ah, d'accord. OK. Il a alors décidé de s'acheter 18 quarts de cocaïne pour la somme de 300 $ Quoi? et 18 quoi? 18 quarts de cocaïne. What does that mean? Je ne sais pas, je ne What does consomme it pas. mean? Je ne juge pas les gens qui consomment. Di- Ça doit être... 18 quarts, ça fait comme 6,5 je sais pas. entiers de cocaïne. Non, Je sais pas. C'est la non, mesure. 4,5, je compte donc bien mal. C'est la mesure qu'ils ont donnée.
et 10 10 roches de crack pour 200 $. Ah, ça, je comprends plus. Oui, c'est quoi. ah oui, je sais c'est quoi une roche. J'ai regardé It's Always Sunny in Philadelphia. Je sais c'est quoi une roche de crack. Il y en avait dans cette émission. Oui. OK. Chez un vendeur du nord de Montréal. OK. Larouche avait alors l'intention de louer une chambre de motel pour profiter de ses achats. Alors, il a réussi à garder sa job, mais on dirait que ses problèmes de consommation sont pas réglés. Il les a aussi gardés. Il a acheté 10 roches de crack! Mais moi, c'est comme, j'ai fini de travailler, je vais me payer je vais me payer 10 roches de crack. Puis 18 quarts de De cocaïne. cocaïne. Ça me semble être bien en masse pour faire comme plusieurs overdoses, non? Catherine et moi, on consomme pas, mais s'il y a des gens Non. qui consomment, on vous juge pas. C'est vos vies. Ouais. Il me semble que Mais ça me semble sonne que comme c'est beaucoup. Je sais pas combien ça dure un high, mais Ouais. je me dis 10 roches de crack. Puis c'est juste 200 $, 10 roches de crack, mon Dieu. Mais en 2009. Ouais, en Ça doit 2009. être plus cher aujourd'hui. L'inflation. L'inflation frappe partout. Alors oui, il voulait profiter de ses achats. Tu sais, comme nous, quand on achète des snacks avant de faire Ouais. un road trip, lui, Ouais. c'était ses snacks de road trip. Et faire appel à une travailleuse du sexe en soirée. Qui a... Calvaire, c'est toute une soirée, ça? C'est tout un vendredi soir. Voulais-tu se faire livrer une pizza aussi? Une pizza avec des roches de crack dessus. Oh my God. Tu Ça- vas avoir faim à un moment donné? Écoute, il voulait faire le party. Ben c'est ça il prenait une pizza aussi. Voilà. Bon. Une fois arrivé dans sa chambre, Oui. il aurait toutefois été déçu de la qualité du crack et aurait Pas une contacté... phrase, j'ai dit souvent dans ma vie. Mais c'est parce que dans Indéfendable, il y avait un plotline que le gars il était déçu de la qualité du crack. Pour vrai? Oui. Ben, je veux dire, ça doit arriver, parce que tu sais pas avec quoi tu te ramasses. Ah oui, Clairement, là, c'est pas légal. Alors, il était déçu de la qualité du crack et aurait Ouais. contacté un autre vendeur qui lui aurait donné rendez-vous dans le stationnement de la place Laval. Alors, il se passe des choses dans le stationnement de la place Laval. Il y a des caméras de sécurité. Ouais. C'est pas une bonne place pour se rencontrer. Hey! Larouche déclare qu'à ce moment précis, il avait consommé environ la moitié de la drogue qu'il avait achetée. OK, fait que c'était pas assez pour faire une overdose, parce qu'il Non. aurait pas été capable de... Comment il a fait pour se rendre? Moi, c'est comme, t'as conduit comme vraiment pété sur la coke et le crack, monsieur! là. Avec 9 quarts de cocaïne et 5 roches de crack dans le corps. Oh, tu suis tellement bien! Je suis meilleure en maths que tantôt. Là. Ouais, mais c'était du mauvais crack, fait qu'il était peut-être pas si high que ça. Non, c'était mixé avec des petits cristaux de sucre qui font des sons avec, là. Une fois arrivé dans le stationnement, Larouche a décidé de consommer encore un peu en attendant son dealer. Il y a du monde qui font des mots croisés, il y a du monde qui fume du crack. Ça a l'air hors de contrôle, là, son drug habit, je comprends pas. Je suis comme, on est-tu dans un film de Darren Aronofsky? Qu'est-ce qui se passe? Oh non, Requiem for a Dream. Il aurait Trainspotting. alors ouvert une porte de son véhicule pour aérer un petit peu, tu sais, parce qu'il fumait du crack, fait que comme crack a window! Calvasse. Oh, mais là, pourquoi? Tant qu'à être là, puis en plus, il était comme le crack est de mauvaise qualité. Ça, il t'en fait de juste continuer la coke. T'as pas besoin de baisser tes fenêtres, ça fait pas de fumée, puis il avait pas chialé sur la qualité de la coke. Écoute. Écoute, je pense en personne sobre, présentement. Ouais. Et c'est là qu'il aurait été surpris par Natacha Cournoyer qui serait arrivée en courant. J'ai fait le saut. Elle a fait le saut. Je me suis levée. Quelque chose a revolé. Elle avait quelque chose dans les mains. Je l'ai accotée après le char et il y a eu un échange de coups. Une bagarre s'en serait suivie, au cours de laquelle Natacha Cournoyer se serait miraculeusement retrouvée dans la voiture de Larouche. Ce dernier a alors fermé la porte derrière elle. Demandez-moi pas pourquoi s'il avait tellement peur parce qu'elle fessait d'en face. À ce moment, Cournoyer aurait accepté de le suivre à sa chambre de motel pour y rencontrer un deuxième homme. Attends, il avait dit tantôt qu'elle l'avait approché pour lui faire des faveurs sexuelles. Ouais, mais c'est comme... Qu'est-ce qui est arrivé avec ce bout-là de l'histoire? Oh, c'est ce bout-là qui te gosse! Non, c'est aussi le fait qu'il y a eu l'affaire du jogger. Ouais. La joggeuse qui s'est fait courir après. Puis je suis comme, oh my god, il y avait un autre prédateur sexuel dans le coin en même temps. Ah non, ou- c'était lui! C'était lui? Ben oui! Mais qu'est-ce qu'il faisait là s'il était censé attendre son dealer de drogue dans le parking? Ce bout-là, je trouve que c'est crédible. Ouais, mais... Qu'est-ce qu'il faisait à courir dans le bois, dans Ouais, le mais je buisson? te rappelle que la presse a dit que son témoignage faisait aucun esti de sens. Fait que, comme, clairement que lui, il raconte ça, puis il est comme « Non, j'allais pas tuer parce que c'était un accident, puis tout ça. » Puis après, j'ai pas trouvé si les avocats l'avaient questionné là-dessus, mais comme, non, c'est clairement lui qui a d'abord essayé d'attraper la joggeuse. Ah! Puis après, il est retourné dans son char, puis là, il a vu Natacha Cournoyer arriver, il l'a saisi, puis est arrivé ce qui est arrivé. Je veux dire, son témoignage, c'est juste que lui, il focus « Ah, je me fais accuser de Natacha Cournoyer, fait que je vais trouver des excuses
pour avoir tué Natacha Cournoyer, mais dire que non, c'était juste un accident, puis que dans le fond, c'était de sa faute, puis comme c'est juste quelqu'un qui essaye de se sortir du coin dans lequel il s'est peinturé, là. OK. Mais moi, c'est aussi le concept de comme, j'avais peur, elle me frappait dans la face, fait que je l'ai enfermée dans mon Dans mon char, propre char, ouais. avec moi. Ouais, Moi, je suis comme, ah oui, moi aussi, quand une guêpe rentre dans ma maison, je ferme Ouais. toutes les fenêtres. ouais. Puis je reste avec. Cournoyer aurait accepté de le suivre à sa chambre de motel pour y rencontrer un deuxième homme. En contre-interrogatoire, Larouche déclare ne pas se souvenir de c'était qui ce deuxième homme. Une fois arrivé au motel, Sa défense, il devait brailler. sa défense était Les comme... avocats, ils étaient comme... Hey, c'était leur idée! Ben oui, mais pourquoi ils racontent n'importe quoi? Est-ce que leur défense, Écoute ça, là, c'est bon, là, écoute ça! Finalement, ils vont arriver dans la minute puis ils vont être comme ouais, en passant, on pense qu'il est pas apte à subir son procès, vous venez d'entendre ce qu'il dit. Genre, moi, ça aurait été ça, là, comme... Mais comme, ok, non, laissez faire. C'est sur le bench, là, justement, des avocats, puis tu regardes comme le gars comme ça, puis t'es comme hey, en passant, on change notre défense tout de suite, là, parce que... Ça va pas bien, là. Non, ça va pas bien. Moi, je pense qu'il est peut-être pas apte à subir Mais son procès, puis on devrait faire... Tu sais, ça doit être ce qu'il a dit à ses avocats qui est arrivé, puis ses avocats ont fait « Ok, cool, tu vas aller raconter ça en avant du juge. » Mais ils sont payés tellement, les criminalistes, pour pas creuser plus que ça. Puis là, eux, Non, ils non. sont en train de comme donner des tapes sur les épaules des avocats de la couronne en faisant « Hey, écoute ça, là, écoute ça, là, écoute ça, là, écoute ça, c'est bon. Écoute, prends des notes. » J'ai déjà trouvé 2 plot holes dans son affaire, OK? Une fois arrivé au motel, Lilala. Natacha Cournoyer lui aurait offert de lui faire une fellation, offre qu'il a acceptée. Ouais, c'est rare que tu dis non à ça. Toutefois, pendant l'acte, elle aurait commencé à le frapper avec sa chaussure, puis avec son Pardon? sac à main. Pardon? Pendant l'acte! Pendant l'acte! Écoute, multitask. T'es à genoux à terre, t'enlèves ta chaussure, puis t'as sa graine dans la bouche, puis tu y fesses dessus avec ton talon. Oui. Et ta sacoche. OK, ça, c'est le 3e plot hole. Bon. Mais elle aurait pu juste te mordre, monsieur! Ouais. Une nouvelle bagarre aurait alors éclaté. J'avais mes 2 mains autour de son cou, c'est ça. Après avoir étranglé Natacha Cournoyer, Larouche aurait consommé ce qui lui restait de cocaïne et de mauvais crack. Ouais, parce que le 2e dealer ne s'est jamais Ouais, présenté. le dealer, il est juste arrivé avec son stock puis il a fait « Ah, j'ai manqué une vente! » Mais pourtant, j'avais du Maudit! meilleur crack. J'avais du meilleur crack, top qualité! Et il aurait laissé sa victime inerte sur le plancher de sa chambre. Croyant que celle-ci s'était simplement évanouie et craignant qu'elle ne se réveille et ne recommence à le frapper, Larouche aurait enfermé Cournoyer dans sa fourgonnette et serait rentré chez lui dans Ahuntsic vers 1h du matin. Avec Natacha Cournoyer dans l'auto. Qui pensait qu'elle était juste évanouie puis qu'elle venait encore de le fesser dans la face avec sa sacoche, ses talons. 4e plot hole. Moi, je suis comme, oui, moi aussi, la guêpe, quand je réussis à l'attraper, je l'enferme avec moi dans la salle de bain. Ouais. Comme dans la douche, puis je bloque toute la douche pour être sûre qu'elle reste comme avec moi. Ouais. Après ça, quand elle a enfin perdu connaissance, la guêpe, je la mets dans ma poche. Puis là, je m'en vais prendre une marche avec. Exactement. Okay. Mais moi, c'est aussi cette femme-là qui t'a attaqué à plusieurs reprises, supposément. Tu la mets dans ta voiture Là, tu conduis une voiture avec quelqu'un qui veut potentiellement t'attaquer. Pendant que tu conduis. Pendant que tu conduis la nuit. Consommé 18 quarts de cocaïne et 10 mauvaises roches de crack. Et il serait rentré chez lui dans Ahuntsic vers 1h du matin. OK. Ce n'est que le lendemain matin qu'il se serait rendu compte de ce qu'il a fait en trouvant le corps sans vie de Cournoyer dans sa voiture. Il se serait alors exclamé « Tabarnak, t'es pas parti, toi! » Malgré la gravité du moment, Larouche se serait alors souvenu qu'il devait se rendre au bureau de location de véhicules pour y faire un paiement. Hein? Il se rend dans l'est de Montréal avant de continuer plus loin pour se débarrasser du corps de Cournoyer près d'un débarcadère de bateau dans Pointe-aux-Trembles. Hein? Puis, il a découpé les cartes de Cournoyer, mais c'était parce qu'il craignait que quelqu'un ne tente de la frauder. Hein? Ah non, au secours, j'ai un cadavre dans ma voiture. Je vais aller renouveler mes licences. Non, excusez, payer pour mon char de location. Exactement. Ma Ford Windstar. Ma belle Ford Windstar bleue. Très, très belle Ford Windstar bleue, sans doute. J'ai un autre plot hole dans cette histoire. Il y avait du sang dans la chambre d'hôtel. Oui. Mais ils l'ont pas vu tout de suite. Comme la femme de ménage, quand elle est venue faire le ménage, elle l'a pas vu tout de suite. Fait qu'il avait nettoyé la chambre d'hôtel. T'es tellement smart. Il faut qu'il ait nettoyé la chambre d'hôtel. Mais t'es tellement smart. Fait qu'il savait ce qu'il avait fait. Puis il savait qu'il avait pas juste perdu connaissance, il y a du sang partout. Mais Clairement, Catherine, tu t'en doutes. t'es tellement smart. Je sais. C'est pour ça qu'on m'appelle Catherine Einstein.
Exactement. En fait, tu me voles un point qui va être soulevé plus loin. OK, je venais juste de penser à ça. Je suis trop attentive, là. De son propre aveu, il serait par la suite retourné 2 fois à l'endroit où il avait abandonné le corps de sa victime, une fois pour la recouvrir d'une couverture, j'avais peur qu'elle ait frette, et une deuxième fois pour la retirer, j'avais peur qu'on ait de la misère à la retrouver. Quoi? Monsieur, what the fuck, tabarnak? Si elle est morte, elle aura plus jamais frette. Non! Chose! Je pense que ses avocats étaient au bord de la syncope, là. Faut pas que je perde connaissance, sinon ils vont caller un recess, puis après ça, ils vont le ramener. Oui. Je peux pas perdre connaissance. Si je perds connaissance, il va me mettre dans sa fourgonnette. Larouche admet aussi avoir tenté d'offrir le manteau de cuir de Cournoyer à son épouse, cadeau qu'elle a refusé parce qu'il ne lui faisait pas. Pardon? Mais ça veut dire aussi qu'il a enlevé son manteau, puis après ça, il est retourné à Pointe-aux-Trembles mettre une couverture sur elle parce qu'il avait peur qu'elle avait froid. Contre-interrogé par le procureur de la Couronne au sujet des blessures aux poignets, aux chevilles et au visage de sa victime, Larouche prétend que Cournoyer s'était enfargé dans la ganse de son sac à main. Pendant qu'elle fessait? I Pendant guess. qu'elle faisait une pipe? À genoux à terre? Oui. Toutes ses réponses. À moins qu'il était géant puis qu'il était debout. Je comprends rien! Mais je pense qu'il veut dire qu'elle s'est enfargée dans la ganse de son sac à main quand elle a couru vers lui en faisant comme « Mon Dieu, du crack! J'avais faim! » OK, je voudrais juste... je me sens vraiment mal, puis les commentaires que j'ai faits sur les gens qui ont des problèmes de consommation, puis sont-ils des bons parents, puis tout, je pense que ça allait beaucoup au-delà de ça, le problème de cet homme. Je sais pas trop. Non. Avoir des problèmes de consommation ne désolée. veut pas dire que vous êtes une mauvaise personne, un mauvais conjoint, un mauvais père. C'est cette personne a des problèmes au-delà, là. Ça a l'air d'être vraiment très, très vaste au-delà d'eux, puis je suis vraiment désolée pour les gens qui ont des problèmes de consommation et qui sont des bons parents. Alors, partie 8, sous influence. La défense appelle à la barre des témoins le pharmacologue Louis Léonard. Pourquoi? Celui-ci affirme que Larouche avait consommé une importante quantité de drogue le soir du meurtre, mais pas de commentaire sur la qualité de cette dite drogue. Et qu'une telle dose peut causer un effet de paranoïa chez le consommateur. Ainsi, selon Léonard, le soir du 1er octobre, Larouche était trop intoxiqué pour former l'intention de tuer. Non, mais tout ça, c'est allégué, là. Oui. C'est les affirmations de Larouche. J'ai tout ça. La couronne tient toutefois à souligner qu'on ne bénéficie d'aucune preuve sur le niveau d'intoxication de Larouche le soir du drame, autre que le témoignage de l'accusé lui-même. Ben, c'est ça! Parce que ça fait pas de reçu, les dealers. C'est ça! Ça fait pas de reçu. Même si ton dealer te faisait un reçu à la fin d'impôt. On sait pas si tu l'as pris. Non, c'est ça. À moins qu'on trouve la quantité puis qu'on puisse déduire. Mais je veux dire, même là, qui nous dit qu'il y a du monde n'a pas trouvé ton stash? Puis quand ils l'ont arrêté, c'était plus dans son sang, ça faisait 2 semaines. Ouais. Je pensais que ça faisait un mois. Il était pas rendu en novembre quand ils l'ont arrêté? Ouais, à peu près un mois. Fait Encore que, pire. encore pire. Il y avait plus rien, là. Il y en avait plus dans ses cheveux, rien, là. Tu sais, c'est un cas de « OK, Google, combien de temps reste 10 roches de crack et 18 quarts de cocaïne dans ton sang? » Et Google va te répondre « Ça va-tu? As-tu besoin d'en parler? » I'm sorry, I did not understand. En contre-preuve, la couronne appelle le docteur Chamberlain de l'hôpital de Sacré-Cœur qui confirme qu'effectivement, la cocaïne peut provoquer un état de paranoïa chez son consommateur. Toutefois, selon lui, Larouche n'exhibait pas les symptômes d'un délire paranoïaque, faisant même preuve d'une grande patience alors qu'il traquait une femme à enlever dans le stationnement de la place Laval. De plus, le docteur Chamberlain rappelle au jury que Larouche, qui avait supposément peur de Cournoyer après que celle-ci l'ait supposément attaqué, Plusieurs fois. exactement, l'a toutefois prise dans sa voiture et ramenée dans sa chambre de motel, ce qui ne démontre toujours pas une attitude de peur ou d'évitement typique de la paranoïa. Il dénote aussi que Larouche a affirmé par lui-même avoir fait le ménage de sa chambre avant de la quitter, autre comportement qui ne correspond pas à celui du niveau d'intoxication dans lequel il jure s'être trouvé ce soir-là. Là, si on le paraphrase, effectivement, son argumentaire, c'était « Elle voulait me fesser dessus, c'était une maudite folle. » Fait que je l'ai amenée à l'hôtel, elle m'a dit « Je peux-tu te faire une pipe? » Puis j'ai dit « Oui. » Puis là, la voyons maudite donc. folle, elle a recommencé à maudire des coups de soulier d'un chenol. Quelle maudite folle. Fait que là, la c*** de folle, je l'ai tuée, mais je l'ai pas tuée. Je pensais qu'elle avait juste perdu connaissance. Fait que là, la c*** de folle, je l'ai enfermée dans mon char Qu'est-ce qui se passe? avec moi. Avec moi, ouais. Parce que, tu sais, au pire, je pourrais comprendre, tu te fais attaquer par quelqu'un, puis là, tu l'enfermes dans ton char, puis tu te sauves. Ouais. C'est bizarre, mais OK, on peut débattre. Ouais. Mais là, c'est comme, elle me faisait crissement peur. Alors, je l'ai enfermée dans le char avec moi et on a roulé sur l'autoroute pendant que j'étais complètement pétée sur le crack de mauvaise qualité.
Je suis Pontoise. Le docteur Chamberlain assène le coup final en soulevant une faille importante dans le témoignage du témoin expert de la défense qui avait affirmé que, selon une étude américaine menée auprès de 87 personnes qui avaient commis un homicide sous l'effet de la cocaïne, dans 40% des cas, on affirmait que leur consommation avait directement contribué au crime. Or, le docteur Chamberlain a lui-même lu cette étude et démontré qu'elle portait sur les victimes et non les meurtriers. Ainsi, l'étude démontrait que 40% de ces victimes avaient été tuées en raison de leur consommation, souvent par leurs fournisseurs ou en raison d'une dette de drogue. Ah, d'accord! Fait que le docteur Léonard, il était comme « Je vais faire un petit sleight of hand » et le docteur Chamberlain a dit « Tu l'as lu tout croche, cette étude. Oui. Partie 9. La justice arrive dans le groupe chat. Nice. Le 20 juin s'entament les plaidoiries. Selon la procureure de la Couronne, maître Éliane Perrault, Larouche a surpris Cournoyer alors qu'elle déverrouillait la portière de son véhicule. Il l'a enfermé dans sa fourgonnette, l'a forcé à lui faire une fellation. Par la suite, il se serait débarrassé du corps de la victime la nuit même. L'avocat de la défense, maître Rougeau, demande cependant au jury de déclarer son client coupable d'homicide involontaire puisqu'il n'avait pas l'intention de tuer sa victime. Selon lui, Larouche était fortement intoxiqué et ne savait plus ce qu'il faisait. Si Larouche avait vraiment voulu commettre le meurtre parfait, il se serait mieux débarrassé du corps et l'aurait jeté dans le fleuve. Donne-y donc pas d'idée, monsieur. Ben oui, mais je ne pense pas que son intention était de commettre le meurtre parfait parce que je veux dire, c'était vraiment très 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 loin du meurtre parfait. Puis là, en plus, si t'es en train de dire, mais non, c'est clair qu'il voulait pas commettre le meurtre parfait, il aurait fait ça autrement. Mais t'es comme en train de dire, monsieur Rougeau, qu'il voulait commettre un meurtre. Oui, C'est weird comme argumentaire. c'est vraiment weird comme argument. OK. Il voulait pas commettre un meurtre parfait, il voulait juste commettre un meurtre. Et est-ce qu'on vit dans une société où est-ce que juste un petit meurtre fait en sorte qu'on va aller en prison? Quel genre de monde dans lequel on vit où on tue quelqu'un et on se ramasse en prison? Pourquoi tout le monde me regarde de même dans le truc? Ah oui, c'est ça! Pourquoi tout le monde met des visages dans la salle d'audience, là? Qu'est-ce qui se passe? Or, le fait que le corps ait été abandonné de manière aussi peu subtile Ah oui. est la preuve que le tout n'était qu'un bête accident. Ben non. Ben non! Il y a plus qu'une scène de crime. Il y a un secondary location, puis un tertiary location où est-ce qu'il a Oui. laissé son corps. C'est clair que c'est pas un accident. Un accident, c'est tu frappes quelqu'un dans la rue, puis tu pars. Exactement. Là, il y a une scène de crime. Mais non, mais ça, c'est un délit de fuite, en plus. Oui, Même ça pas- aussi c'est un crime. Au sujet de l'agression sexuelle dont Cournoyer a été victime, et là tout le monde on squeeze très fort ses balles anti-stress, Maître Rougeau affirme que c'est Cournoyer qui a proposé à Larouche des faveurs afin de l'amadouer, d'acheter sa liberté. Hein? Monsieur Rougeau, je vous souhaite de vous pogner la ganse de ceinture dans toutes les poignées de porte que vous allez croiser. Je vous souhaite de vous pogner la graine dans toutes les cartes, toutes les portes que vous allez croiser aussi. La Oh my poursuite s'insurge et rappelle que ce n'est pas ce que le client de Rougeau a affirmé dans son témoignage. Selon l'accusé, sa victime était vrai. consentante et aurait commencé à se dévêtir après qu'il lui ait fait des compliments. Selon Maître Perrault, l'accusé a décrit sa Wow. victime comme une travailleuse du sexe toxicomane alors qu'elle était une fonctionnaire sans histoire. Une fonctionnaire qui avait pris congé le lendemain pour aider sa mère à choisir la pierre tombale de son père. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Pourquoi ces avocats, ils l'ont laissé aller raconter tout ça? Si c'est pas pour dire que, tu sais, il est non criminellement responsable parce qu'il est complètement déconnecté de la réalité, genre. Je ne comprends pas c'est quoi cette défense-là. Ben, même à ça, je veux dire, même comme, regardez comment il est déconnecté de la réalité, regardez comme il dit n'importe quoi, il aurait fini à Pinel, là. Oui, Il n'y avait pas de moyen de se sortir de là, là. mais je pense que ça aurait été très bien pour lui de finir à Pinel. Fait que moi, je pense que tu plaides coupable et tu deals avec la couronne. Et tu finis à Pinel. Parce que c'est peut-être là que tu mérites d'aller. Comme, tu négocies avec la couronne pour la peine. Mais je pense que la couronne y allait pour le 25 ans puis était pas très ouverte à négocier avec toi. Ah, Parce mais que c'était pas ses premiers démêlés avec la justice. Le lendemain matin, après quelques heures à peine de délibération, Ah le bon? jury déclare Claude Larouche coupable Mm. de meurtre prémédité contre la personne de Natacha Cournoyer. Mais le système de justice n'en avait pas fini avec Claude Larouche. Partie 10, le combat de Dominique. Vous vous rappelez ce fameux week-end où Claude Larouche avait disparu et était revenu, le visage couvert de griffures qui lui avait supposément été faites par un gang. Seriez-vous étonné si je vous disais que c'était un mensonge? J'ai comme l'impression qu'il s'était pas fait attaquer par des ratons laveurs non plus. 2 semaines après le meurtre de Natacha Cournoyer, et juste après avoir été interrogé pour une première fois par un enquêteur, Claude Larouche s'est à nouveau rendu à un motel pour consommer. Ensuite, il a regardé les petites annonces pour y dénicher Dominique, une travailleuse du sexe de la région de Montréal. Au téléphone, il lui aurait dit ne pas vouloir de sexe. Une fois arrivé chez la travailleuse, Claude Larouche aurait consommé de la cocaïne avant de sauter à la gorge de la femme. Il aurait tenté de l'étrangler en hurlant que les femmes se moquaient toujours de lui en raison de son petit pénis. Oh!
calvasse! Par chance, la travailleuse du sexe a non. réussi à se débattre et à se défaire de l'emprise de Larouche. Celui-ci a alors pris peur et s'est enfui. Autre coup de chance, pendant la bagarre, Dominique a brisé les lunettes de Larouche et une partie de la monture est restée chez elle. Nice! L'ADN présent sur le morceau de plastique permet aux autorités de confirmer qu'il s'agissait de Claude Larouche. Terrorisé, Dominique décide de porter plainte contre Larouche pour tentative de meurtre. Les accusations sont retenues et Larouche subit un nouveau procès après celui de Natacha Cournoyer. Ah! Le 28 juin 2013, Larouche est de retour en cour et plaide coupable à des accusations de tentative de meurtre à l'endroit de Dominique. Il sera également reconnu coupable de ce méfait. Ah ben! Au terme de ce second procès, la procureure de la Couronne, maître Éliane Perrault, dépose une requête auprès de la Cour supérieure pour que Larouche soit déclaré délinquant dangereux. Yeah! Le 15 mai 2014, suite à une évaluation J'espérais ça. et un accord avec l'avocate de Larouche, la juge Joanne Saint-Gelais accorde l'étiquette de délinquant dangereux à Claude Larouche. Celui-ci purgera une peine de durée indéterminée dans un pénitencier du Nouveau-Brunswick. Pour ce qui est de Dominique, elle a vécu une période trouble après sa rencontre avec Larouche. Traumatisée, elle a eu recours à la drogue et l'alcool pour endormir ses maux et a vécu une période d'itinérance. Oh. C'est grâce à l'organisme Stella, un organisme qui milite pour les droits des travailleuses du sexe, qu'elle pourra finalement enclencher des démarches auprès de l'IVAC, le programme d'indemnisation des victimes d'actes criminels. Ah, pas celui qui vient d'être complètement defund par l'administration Legault? Ben oui, mais un troisième lien, Catherine. Ah, pardon, excuse-moi. Peux-tu arrêter de penser aux gens traumatisés et penser aux gens qui sont traumatisés dans leur voiture? Sur le pont Pierre-Laporte, quand ils ont besoin de faire 15 minutes de trafic. OK, mais toi, t'as failli te faire poignarder dans la face, Mhm. mais moi, je suis arrivée 5 minutes en retard à mon souper chez Mike's. Jesus Christ, est-ce que ça t'arrive de penser à d'autres mondes des fois? C'est effrayant. Les prestations avaient d'abord été refusées à Dominique parce qu'elle avait attendu trop longtemps avant de faire sa demande. C'est triste, ça. Finalement, en 2019, la juge Suzanne Ouellette va trancher en faveur de Dominique, lui accordant que ses circonstances de vie ont pu provoquer un délai avant qu'elle n'entame ses démarches. Ben oui, mais 100%. Moi, je pense qu'il devrait toujours y avoir la possibilité d'avoir un délai, parce que je veux dire. Les personnes sont traumatisées. Ben oui, comment tu fais pour mettre une échéance sur, genre, ton traumatisme, tu sais? C'est comme... T'as maximum 30 jours ouvrables pour passer par-dessus ton traumatisme puis venir faire une plainte, OK? OK, parce que sinon, là, faut Ben que... bizarre comme idée, ça. Débrouille-toi. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, Dominique semble bien aller Bon, tant mieux. et a tenu à exprimer dans les médias sa sympathie pour Natacha Cournoyer, pour qui elle a mené son combat contre Claude Larouche, Ouais. et pour Marilyn Lévesque, Oh. une collègue qui n'a pas eu la chance que Dominique a eue face à son agresseur. Et c'est comme ça que ça se termine. Est-ce que c'était littéralement une collègue? Genre, ils se connaissaient? Non, mais Ah, je veux ok. dire, du domaine Une, du travail une collègue du sexe. spirituelle. Oui. Ah, d'accord. Oh, c'est vraiment triste. Mais tant mieux. Délinquant contrôlé. Mais comme Yeah, cette yeah. entrevue-là datait de 2020, Ouais. j'espère sincèrement qu'elle va bien. Elle Oui. semble être une femme vraiment battante parce que dans les médias, elle a dit « J'ai mené ce combat-là pour être sûre que s'il échappait dans son procès pour le meurtre de Natacha Cournoyer, que j'allais réussir à comme le faire enfermer. Mhm. » Donc, elle a vraiment mené ce combat-là pour d'autres femmes. C'est admirable. Et j'espère qu'elle va bien, qu'elle a eu l'aide dont elle a besoin. Mhm. Et j'aimerais aussi saluer le travail de l'organisme Stella, Mhm. qui fait du travail absolument exceptionnel pour protéger les travailleuses du sexe Mhm. du Québec, Mhm. dont on a parlé dans l'épisode sur Marilyn Lévesque. Mhm. C'est des femmes absolument exceptionnelles qui font un travail nécessaire. Et aucune étoile au monsieur qui a pas appelé la police quand il a vu un esti de monsieur weird courir après des madames. C'est très douteux comme raisonnement. T'sais, moi, j'ai appelé la police quand je me suis fait frauder sur Marketplace. Voilà. Puis il était comme, madame, ce n'est pas important. Puis j'étais comme, oui, mais peut-être qu'à un moment donné, ça prend comme 2-3 personnes qui font une plainte à la police pour que, genre, la police se mette sur le cas de quelqu'un qui fraude le monde sur Facebook. Exactement. Tu sais? Mais non, c'était très intéressant. Alors, comment tu trouves ça, ton dernier cas avec moi? Pour toujours. Non, pas pour toujours. Mais comment t'as trouvé ça? T'as-tu pas peur? Ça fait pas de différence pour toi, j'ai réalisé de ça en le disant. Ben, Parce que tu vas continuer avec d'autres mondes, c'est ça? ah ouais, C'est je vais ça. m'ennuyer de toi. Hein? Ah oui, bien sûr. Mais on va pouvoir se voir pareil. Ben C'est oui. juste que j'aurais pas à faire des Ben non. des Toi, tu douzaines d'heures de recherche. Ben non, tu vas faire des douzaines d'heures d'allaitement. Ah, ça va être la fun. Je vais pouvoir écouter toute Fugueuse. Tu vas avoir un masse de temps pour regarder les téléromans. Oui. Bon, mais c'est pas vraiment le dernier épisode, mais c'est le Mais dernier non. que tu me racontes, c'est pour Oui. ça.
Le dernier que je te raconte Parce que les derniers, c'est moi qui ai fait. Exactement! Et après, tu vas partir en congé avec ton bébé. Oui, il m'en reste plein. Et moi, je vais faire une aventure avec d'autres personnes dont les identités vous seront révélées au fur et à mesure. Oui, absolument. Pour entretenir le mystère. Ça va être très mystérieux et ça va être plein de collabos avec peut-être des podcasts que vous connaissez déjà et aussi des gens que vous ne connaissez point. Mais que vous allez accueillir dans vos cœurs. Et C'est oui. comme un nouveau petit chien tannant. Ah oui. Pendant que le chien tannant par excellence est parti en maternité. Oh oui, on peut déjà vous le dire. Oui. Mégane va venir. Oh, pour vrai? Oui! Oh! Non, Mégane va venir faire un épisode, mais dans la chaise de commentatrice, mais elle Ça va être là. va être merveilleux. Pour les gens qui s'ennuient de Mégane va être là. Oh, Mégane! Oh, c'est le fun, parfait. Donc oui, un des micros, ça sera Mégane. Oh! Et après, on vous révélera. Je suis confiante que vous allez aimer ça. Merveilleux. Fait que si vous voulez ne pas être complètement désarçonné, vous pouvez aller vous abonner tout de suite sur Facebook. On est sur Facebook @ un peu de crime, sur Instagram @ un peu de crime dans ton café. Nous avons aussi un Patreon, une magnifique communauté de Patreon et Oui. une boutique Etsy et plein d'autres petites patentes à gosses où vous pouvez interagir avec nous, mais aussi regarder nos belles illustrations, des photos des gens concernés par nos cas, puis venir chialer sur votre vie pendant qu'on chiale sur la nôtre aussi. Sur Discord! Sur Discord! Voilà. C'est un safe space pour chialer. C'est un safe space pour chialer, effectivement. C'est un safe space pour plein de belles affaires. Fait qu'on vous invite à aller sur Facebook, puis vous allez trouver tous nos liens. Alors là, on va prendre 2 minutes pour remercier le monde qui nous garoche de l'argent par la tête. Nos nouveaux amis. Merci. Clara. Merci, B. Chagnon. Merci. Caroline Marchand. Je m'excuse pour la façon dont j'ai prononcé ton nom, B. Chagnon. J'avais une amie, quand j'étais au primaire et au secondaire, son nom de famille, c'était Chagnon, puis nous autres, on l'appelait Chagnon. Mais c'est juste mon accent terrible, je suis désolée. Et merci... Ah ben là, pourquoi t'as laissé le nom que je vais mal prononcer? Doriane Morleghem. Tu as très bien fait ça. Morleghem. Et merci, Frédéric Boulay. Ah oui. Ah, merci. Excuse-moi, j'étais toute excitée. Je pensais qu'il y avait Étienne des Traites qui nous suivait, mais non, c'est un autre Étienne. On va le remercier la prochaine fois. Ah, calvaire, je me suis toute énervée tout d'un coup. Pour parler des traits. Pour parler de Étienne dans les Traites. Tombée dans l'enfer de regarder Fugueuse, bien en retard, parce que j'ai vu que c'était sur Netflix. Fait que je peux pouvoir vous parler de Fugueuse. Maintenant. Avant qu'elle sorte. Mais elle s'est pas encore sauvée, puis là, ça fait 5 épisodes que j'écoute. Donc, je vais vous parler de ce phénomène télévisuel incroyable, full scandaleux, discours social, polémique, blablabla, qui était Fugueuse. C'était une production de TVA, j'imagine. Puis c'était un téléroman qui jouait dans le temps. On va prendre 2 minutes pour googler ça. Mettant en scène Claude Legault et Linda Johnson dans le rôle de parents dont la fille aînée Fanny, interprétée par Ludivine Redding, qui a tout un nom pareil. Ludivine Redding. Comme Otis Redding, mais pas pareil. Donc, il y a eu 2 saisons. C'était donc en 2018 que ça a parti. Et c'est l'histoire de Claude Legault et Linda Johnson qui ont une fille qui s'appelle Fanny. Fanny, là, elle a des problèmes. Oh my God. Son problème, là, Oh OK, my God. c'est que ses parents du sont mauvais crack. vraiment stock-up. Non! Ça prend longtemps avant qu'elle tombe dans l'affaire de la drogue, OK? D'accord. Son problème, c'est que ses parents sont vraiment stock-up, OK? Oh non. Fait que là, elle va chez son amie, dont j'ai oublié le nom. On va l'appeler Karine. Elle va Ok. chez son amie Karine, puis là, ils font un pool party avec son amie Karine puis son chum qui s'appelle Fred. Puis là, ben, elle en profite, Ludivine, pour aller coucher avec son chum dans le cabanon parce que ses parents You, sont dans le full cabanon. stock-up. Puis elle peut pas amener son chum pour coucher chez eux. Ses parents, ils savent même pas qu'elle a un chum. Et dans le cabanon. Non, je sais, mais comme ses parents sont trop stock-up, tu sais. Ah oui. Fait que là, elle est comme littéralement en train de coucher avec son chum quand son ami lui crie à travers la porte du cabanon « Hey, t'as-tu oublié la compétition à ton frère? » Puis là, elle est comme « Wow, retire-toi, Fred, je vais aller. » Puis là, elle embarque sur son bike, puis j'étais comme « Jesus Christ, OK. Oh, ça sent la vaginite. » Oui, je suis comme wesh. C'est pas mal wesh! Oh! Elle fait juste comme se rhabiller, elle embarque sur son bike, puis elle bike jusqu'au, je sais pas où, le genre le canal de Chambly. Puis là, on apprend que son frère, Mathias, on va dire, Mathis. Mathis, Un qui est nom de bien même. populaire, c'est Ouais, Mathis. Bon, ben Mathis, son frère, qui a 1 an de moins qu'elle. Elle a 15 ans, elle en a juste 16. So young. Il est un king d'aviron.
Ouh, fait qu'il y a des bras d'acier. C'est la régate, c'est comme à Harvard. Dans le matin, Oui. c'est comme bien fancy. Oui, pour oui, l'aviron, c'est une affaire de Ouais, collège c'est une prep, affaire là. d'université Ivy League. là. Oui. Puis là, ils ont aussi une petite sœur qu'on va appeler Sabrina. Bon, D'accord. j'aime ça renommer tout le monde. Ouais. Je me rappelle du nom de personne dans l'histoire, à part comme les amis du monde interlope de Fanny. Oh Les autres, je là me là. rappelle leur nom, hostie. Donc, parce qu'ils ont des noms weird. En tout cas. Mais donc, elle s'en va à la compétition d'aviron. Puis là, on rencontre ses parents, son père autoritaire, puis sa mère un peu confuse dans son style de parentalité. Son père autoritaire, c'est Claude Legault, puis c'est le coach de l'équipe d'aviron Oh, de Mathis. Puis là, Mathis, c'est son favorite child. OK? c'est le Golden Child. C'est le Golden Child parce que lui, c'est le Golden Coach de l'équipe d'aviron. Fait que c'est le Golden Child. Bon. Puis là, ce qu'on apprend au début, c'est, tu sais, ils mettent en place un peu la dynamique. Là, ils sont comme, OK, on va tous aller faire un voyage ensemble pour aller à une compétition de Mathis parce que l'aviron, c'est l'affaire la plus importante Oui. dans la famille, puis tout ça. On rencontre aussi à la compétition la grand-mère maternelle de Fanny, qui est cornemuse. Oh, Daniel Proulx. Daniel Proulx! La mère d'Émile. Puis ça a établi très rapidement, oui, la mère d'Émile, qui a sans doute fait une bonne job, parce qu'Émile Ah oui. Proulx, il a l'air gentil. Oui, Fait oui. qu'elle savait comment faire son rôle de grand-mère aussi, parce qu'Émile Proulx, il a comme 12 000 enfants. Oui. Puis il doit avoir une fratrie, ce gars-là. Je sais pas si c'est les frères et les sœurs, mais en tout cas. Fait qu'elle est la sympathique grand-mère, puis on apprend rapidement que Fanny est beaucoup plus proche de sa grand-mère, parce que sa grand-mère est pas vraiment judgmental puis helicopter parents comme ses Elle parents était une sont. hippie dans les années 70, ça. Ben non, mais comme c'est ça. Sa grand-mère fait de la parentalité positive, méga à fond. Puis les parents de Fanny, eux autres, ils ont... Non, Pas t'as pantoute. pas beaucoup de leeway pour bouger dans la vie. Fanny prépare un voyage à New York avec ses amis. Ouais. Avec Fred. Puis Karine. Puis une autre fille qu'on va appeler Mélissa. Ah, c'est Puis- tous des noms de milléniaux. Je sais pas. Ouais, mais c'est comme... C'est pas des millennials, c'est des Gen Ouais, Z. c'est des C'était genre en Gen Z. 2018. Ça, j'ai pas trouvé des bons noms, mais c'est... en tout C'est pas cas, grave, c'est pas grave. c'est juste pour mettre des noms sur On comprend. les visages. Fait qu'ils s'en vont à New York ensemble, dans un voyage pendant genre une semaine ou deux, tu sais. Puis là, au début du premier épisode, ils ont même réussi à scorer des billets pour aller voir Hamilton, ce qui... What? Ils considèrent ça comme étant le meilleur musical de tous les temps. Je sais qu'il y a des gens qui sont d'accord avec ça. Moi, j'ai jamais réussi à aller voir Hamilton parce que c'est toujours sold out, Ben, genre moi, c'est ça, 1 million de temps d'avance. Comment ils ont réussi? C'est genre sold out jusqu'à l'apocalypse. là. C'est sold out jusqu'à l'apocalypse, puis comme quand j'étais à New York, je voulais aller voir Hamilton, puis la seule façon, puis ça faisait 2 semaines qu'on le faisait avant qu'on parte à New York, moi puis mon ami, c'est que tu entres ton nom dans la loterie à tous les jours. Ouais, Parce ce qu'il y a comme plus truc-là. de billets. Ben c'est ça. Mais là, être 4 puis gagner la loterie d'Hamilton, je suis pas sûre. Fait qu'en tout cas, fait qu'ils planifient leur voyage ensemble. Mais là, Fanny, elle a un petit problème de solvabilité, là, parce Oh qu'ils ont fait non. leurs finances, puis là, elle est comme « Ouh, j'ai pas assez d'argent de côté pour aller voir Hamilton. » Mais elle a gagné les billets pour Hamilton, t'as pas besoin de payer. Non, non, ils viennent d'acheter les billets pour Hamilton. Ils l'ont pas gagné. Ils ont dû les payer quand même. Mais donc, elle travaille au Maille Champlain. J'ai reconnu le Maille Champlain. Oh! Au San Francisco. Fait que Hi! elle vend du linge dans un San Francisco. Son boss, il a l'air comme un petit peu tanné de sa bullshit. Genre, elle a pas l'air d'être la meilleure employée. Puis là, elle est comme, j'aimerais ça faire du temps supplémentaire, j'aimerais ça avoir plus d'argent. Puis là, il est comme, non, tu peux pas vraiment faire du temps supplémentaire parce que comme tu t'es sais, une mauvaise employée, fait que genre, on Puis veut comme pas les nécessairement magasins t'en donner. physiques, ça marche plus vraiment, là. Ben non, mais c'était pas vraiment un issue là-dedans. Fait qu'elle est comme, ah, ben pourrais-tu m'avancer mon salaire parce que, genre, je m'en vais à New York, puis là, je pense que je vais manquer d'argent. Fait que là, il dit, no way, José. Puis là, elle est bien triste. Puis il y a une belle madame qui magasine dans le San Francisco. C'est une belle fille que j'estimerais avoir peut-être la fin de vingtaine, début trentaine. Mettons 28-29 ans, là. Ça OK? arrive. Oui, non, je sais. Mais c'est parce que là, elle rencontre Fanny. Je sais pas pourquoi qu'elle bitch à propos de son voyage et son milieu de travail à une cliente du magasin. Mais elle est comme, mon boss, tu veux pas me prêter de l'argent, blablabla. Puis là, la fille est comme, bonjour, je m'appelle Natacha. T'as l'air d'une jeune fille vraiment cool. Je peux-tu prendre ton numéro de téléphone? Moi, des fois, j'ai des gigs puis j'ai besoin de comme engager des gens pour travailler. Fait que tu pourrais faire plus de cash parce que t'as des problèmes d'argent pour aller à New York. En vendant du Tupperware. Absolument! Mais là, c'est ça. Ils échangent leur numéro de téléphone, puis là, ils deviennent des buddies. Puis là, ils se textent, elle puis Natacha. Puis je suis comme... J'ai pas le goût de devenir amie avec une fille de 16 ans, et moi, j'ai presque 28 ans. Non, mais je trouve ça weird. Ouais. Je suis comme... OK, c'est un peu étrange. Fait que là, elle va voir ses parents. Là, elle demande, je peux-tu avoir plus d'argent pour aller à New York? Puis là, son père lui dit, non,
Son père est autoritaire. C'est genre son seul trait de personnalité jusqu'à date à Claude Legault. Puis il paraît qu'il est comme phénoménal dans cette émission-là. Fait que j'ai bien hâte de le voir se radoucir un peu, parce que jusqu'à date, c'est décourageant. Fait que il est comme, non, on t'a dit de faire un budget. Tu n'as pas été capable de faire un budget. Tu as échoué ce side quest et tu ne peux donc pas compléter le side quest d'aller à New York. Le gouvernement est pas capable de faire un budget. Papa, donne-moi un peu de lousse. Le calvasse, tu sais. Fait que là, elle est comme, mais papa, tu es cruel. Puis il est comme, non, je ne suis pas cruel. Je suis papa autoritaire. C'est mon seul trait de personnalité. Alors, elle va voir Daniel Proulx, sa grand-mère. Sa grand-mère lui dit, bien sûr, Fanny, je vais t'avancer l'argent. Mais là, dès que ses parents l'apprennent, ils l'appellent puis sont comme, hey, sacrement! C'est nous les parents! Toi, t'es juste la grand-mère, tu lui donnes pas d'argent! OK, parfait. Mais là, entre-temps, ils ont aussi appris que Fanny était bien proche de sa grand-mère et qu'elle planifiait d'aller vivre chez sa grand-mère avec son chum l'année suivante pour qu'ils puissent aller au cégep ensemble. Je vais finir bientôt mon wrap-up du début de Fugueuse. Là, on va pouvoir continuer dans un autre épisode, l'histoire de Fugueuse. Ouais. Mais je veux parler à la fin, justement, de pourquoi ça a fait autant un gros débat de société. Là. Je comprends vraiment le clash des générations, puis comme la façon dont on considère la parentalité, puis qu'est-ce que tu devrais faire avec des enfants qui ont des problèmes de comportement. Parce qu'en fait, Fanny n'est pas une enfant qui a des problèmes de comportement. Fanny est une adolescente qui vit des expériences d'adolescente vraiment super normales, mais qui a des parents à qui elle peut pas parler pantoute, puis elle est juste en réaction à ses parents. Mais je pense pas que le monde qui regardait Fugueuse se disait « Chris, c'est la faute à Claude Legault ». Non. Fait que je comprends pourquoi ça a autant fait jaser, parce que moi, je regardais ça puis j'étais comme, c'est vraiment poche à dire, mais c'est grandement la faute à Claude Legault. Surtout à partir du moment où elle commence à fuguer puis avoir des problèmes bientôt. Fait que là, ce qui se passe, c'est qu'elle peut pas aller à son voyage à New York. Oh non, elle pourra pas voir Hamilton. Elle pourra pas voir Hamilton. Elle va devoir le regarder sur Disney+, comme la plèbe. Alors son chum Fred et Karine et Mélissa, ils partent tous ensemble dans l'autobus overnight. Ils font des babayes jusqu'à New York. Puis elle pleure au terminus d'autobus. Puis là, le soir même, elle est chez eux. Puis là, son père est comme « Hey, demain, on va partir pour aller voir la compétition de Matisse à Toronto, faire de l'aviron à Toronto. » On part à 8 h le matin. Ça va être un party de famille. On part à 8 h le matin. Tout le monde fait ses sacs. Yes, sir, on n'en parle plus. Puis là, Fanny est dans sa chambre quand elle reçoit un texto. C'est Natacha qui lui dit « Yo, ça te tente-tu de venir à un party? Habille-toi belle. C'est plein de beau monde. Puis il y a plein de booze. » Puis c'est comme « Wow, elle a 16 ans. Qu'est-ce que tu fais de tabernacle? » Alors Fanny met sa robe la plus skanky. Oh la lilalou. Ses beaux petits talons hauts et son petit backpack. Et elle prend son vélo et elle fugue. Oh non. Et c'est ici que je vais arrêter. Ça, c'est legit, genre, les 2 premiers épisodes. My God! Ouais, ça dégénère beaucoup à partir de maintenant, et comme très rapidement, mais c'est ça. J'ai pas d'argent, j'ai pas de prospect, je me fais inviter à un party cool avec du monde VIP cool à Montréal. Le crack est bon, paraîtrait! Il paraîtrait que le crack est bon. Il y a personne qui a fait du crack jusqu'à date. Mais ils ont fait... De la I puis du GHB. Oh! Oh! Mais ça va venir plus tard. D'accord. Dans les aventures de Fanny la Fugueuse. Mais j'aime que moi, je suis encore stickée sur comment il fait pour acheter des billets pour Hamilton. Moi, j'avais plus stické sur le fait qu'elle couchait avec son chum dans le cabanon, pour ça, elle partait, puis elle faisait du vélo, puis j'étais comme... You! J'espère qu'elle avait des culottes de rechange, je sais pas quoi, parce que je trouve ça dégueu. Ou comme à côté dans des poules, dans des nouilles de piscine humide, puis un vélo plein de bouettes. Coucher sur une table de patio qui a été rangée dans le cabanon puis qui est pleine de poussière. Des accessoires de jardinage, puis... Ouais, non, mais ça, on va en reparler. Ils vont payer de tétanos. J'ai skippé les affaires, puis je vais vous le raconter un peu dans le désordre, mais c'est ça. Par la suite, très rapidement, il y a quelqu'un qui est comme... Ouais, non, tu devrais peut-être dire à tes parents que tu veux coucher avec ton chum plutôt que de coucher avec ton chum dans un cabanon. Puis... surprise, surprise, ça se passe pas bien. Ah ben maudit. Parce que ses parents sont autoritaires! Voilà! Leur personnalité, c'est autoritaire! Fait que c'est ça, Fugueuse. C'est bien intéressant jusqu'à là. Alors, on espère que vous avez aimé cet épisode. Ah! Et là-dessus, on vous laisse retourner avoir du poon dans le cabanon de votre meilleur ami. Ouais. 10-4! Ouais, 10-4. 10-4, yes! Ben, je sais pas qu'est-ce que ça dit quelqu'un avant de fuguer, là, fait que on n'a pas vraiment de... Tu m'en verras plus jamais! Pars en courant. Oui.